Eh oui, une fois de plus, il va être question d'Archimède. Mais cette fois-ci, on oublie le siège de Syracuse, la couronne de Héron, l'assassinat par un soldat romain. On ne parle plus des grains de sable dans l'univers, ni de l'ancêtre du tangram. Il sera question de vraies mathématiques, les tout premiers calculs d'intégrale. J'aurais eu scrupule à parler sans arrêt du plus grand mathématicien ayant jamais existé, sans vous dire pourquoi il est le plus grand. Mais d'abord, qui a dit qu'il était le plus grand? Les auteurs antiques d'abord, en particulier Cicéron, qui a retrouvé son tombeau à Syracuse. Il y avait eu dans ce Sicilien plus de génie qu'on ne pouvait en attendre de l'homme. Ou encore Plutarque. Archimède avait une âme si élevée, un esprit si profond et une si grande richesse de théories géométriques qu'il ne voulut jamais rien laisser par écrit sur la construction de ces machines qui lui avaient acquis tant de gloire et lui avaient fait attribuer non une science humaine, mais une intelligence divine. Allons-y pour Tite-Live. Archimède, homme sans rival dans l'art d'observer les cieux et les astres, mais plus merveilleux encore par son habileté à inventer, à construire des machines de guerre. Oh, dois-je vous le préciser, les portraits que je vous montre sont totalement imaginaires. Bien sûr, Archimède a été admiré ensuite par les Arabes, puis les Européens. Parmi eux, un jésuite flamand, le père André Taquet. En 1654, il publie ses Éléments de géométrie plane et solide, avec dans une seconde partie une sélection des théorèmes d'Archimède. Voici ce qu'il dit en introduction. Bien qu'il ait existé dans les disciplines mathématiques de nombreux hommes excellents et admirables, cependant un certain consensus veut attribuer la gloire principale à Archimède de Syracuse. Pourtant, ceux qui le louent sont plus nombreux que ceux qui le lisent, ceux qui l'admirent plus nombreux que ceux qui le comprennent. Et pourtant, au fil des siècles, les plus grands mathématiciens ont lu et compris les œuvres d'Archimède. À commencer bien sûr par les Arabes. Ceci provient d'une version du traité de la sphère et du cylindre révisée par Tabit Imkura au IXe siècle, puis par Al-Kohi au Xe et commentée par Al-Tusi au XIIIe. Que du beau monde! En Europe aussi, ceux qui le louaient étaient plus nombreux que ceux qui le lisaient. Mais il y en a eu tout de même, y compris avant l'imprimerie. Ce manuscrit est un témoignage émouvant. Il est probablement écrit de la main même de Piero della Francesca. Je vous en parle ailleurs. C'est un des peintres mathématiciens du Quattrocento italien. Il est le premier à avoir écrit un livre théorique sur la perspective. Il a aussi écrit un livre d'abaque et un livre sur les polyèdres réguliers, qui ont largement inspiré son élève, Luca Pacioli. Dans ses livres, Della Francesca cite Archimède à plusieurs reprises. Eh bien, ceci est la source de ces citations. Vous le voyez, le texte commence sans fioriture, soit une figure polygonale circonscrite à un cercle, etc. On a pu établir que le manuscrit que Della Francesca a étudié a été copié sur un autre, lui-même issu d'une traduction en latin d'un certain Jacopo da Cremona, effectuée dans les années 1450. Cette version-ci a des enluminures beaucoup plus spectaculaires que celle de Della Francesca, mais le texte est à peu près le même. On y trouve les traités qui ont fait la célébrité d'Archimède. Il y a ceux dont je vous parle ailleurs, comme la mesure du cercle, dans laquelle se trouve un encadrement de pi utilisant des polygones à 96 côtés.
Il y a aussi l'arénaire, où Archimède évalue le nombre de grains de sable dans l'univers en manipulant avec virtuosité des nombres vertigineux. Comme il fallait bien faire un choix, je ne vous parlerai pas des centres de gravité, ni d'ailleurs des conoïdes et sphéroïdes. Pourtant, Archimède y déploie toute sa virtuosité en calculant des surfaces et des volumes de solides de révolution obtenus par rotation d'une conique autour d'un de ses axes. Je réserve la quadrature de la parabole pour une autre histoire. C'est un calcul extrêmement astucieux, mais qui me paraît relever plus des séries géométriques que d'une quadrature classique. Il reste encore deux traités magistraux. Par ordre chronologique, et aussi par ordre d'importance, celui-ci, de la sphère et du cylindre. Il contient les résultats dont Archimède lui-même était le plus fier, au point de faire graver sur sa tombe une sphère inscrite dans un cylindre. Écoutez plutôt Héron d'Alexandrie dans l'introduction des métriques. En effet, avant qu'Eudoxe ne le conçoive, il n'y avait pas moyen de produire la preuve que le cylindre est triple du cône qui a la même base que lui et une hauteur égale. Et avant qu'Archimède ne le comprenne, il était invraisemblable de concevoir pourquoi la surface de la sphère est 4 fois le grand cercle qui est en elle, et que son volume est les 2/3 parties du cylindre qui la contient, et tout ce qui se trouve être apparenté à ces choses. Eudoxe, c'est à lui que l'on attribue en général la méthode d'exhaustion. Vous la voyez illustrée ici pour le cercle. L'idée est de l'encadrer par des polygones inscrits et circonscrits pour majorer et minorer la quantité que l'on cherche. Ensuite, on augmente le nombre de côtés de sorte que la différence entre la minoration et la majoration devienne arbitrairement petite. On termine par un double raisonnement par l'absurde. Si la quantité est différente de ce qu'on veut démontrer, elle est soit plus grande, soit plus petite. Si elle est strictement plus grande, alors on montre qu'un majorant lui est inférieur, d'où la contradiction. Si elle est plus petite, alors un minorant lui est supérieur, nouvelle contradiction. Vous trouvez cela compliqué? C'est vrai, c'est plus facile de passer à la limite quand n tend vers l'infini. Et oui, mais c'est précisément ce que les Grecs refusaient de faire. On a l'impression que le mot infini était tabou pour eux. Tenez par exemple, vous savez comment Euclide dit qu'il y a une infinité de nombres premiers? Il dit les nombres premiers sont en plus grande quantité que toute la quantité proposée des nombres premiers. On accepte de dire qu'une quantité dépasse n'importe quelle autre, mais pas qu'elle est infinie. Le plus impressionnant finalement, c'est que malgré le handicap de ne connaître ni l'infini ni les limites, Archimède a produit des démonstrations parfaitement rigoureuses, qui sont très proches de ce que nous ferions avec l'intégration. Selon Héron, les résultats principaux d'Archimède donnent la surface et le volume de la sphère. Pour nous, 4πr2 et 4 tiers de πr3. Mais il n'est pas question de notation algébrique, pas question non plus du nombre pi. Les résultats sont exprimés comme des rapports de surface ou de volume. La sphère est 4 fois plus grande que son grand cercle, en rouge plus sombre, et son volume est les 2 tiers de celui du cylindre bleu. Comment Archimède s'y prend-il? Suivant la méthode d'exhaustion, il encadre un cercle par des polygones. Puis il met ces polygones en rotation autour d'un diamètre. Il obtient ainsi deux solides qui encadrent une sphère. Chaque côté d'un polygone en rotation engendre un tronc de cône. Donc les solides qui encadrent la sphère sont tous des réunions de cônes et de troncs de cône.
Archimède prend soin de n'utiliser que des polygones dont le nombre de côtés est multiple de 4. Sur l'image, vous voyez ce que ça donne avec un octogone inscrit. Le volume obtenu est la réunion de deux cônes identiques et de deux troncs de cônes identiques. Oh, la surface et le volume des cônes sont connus depuis Eudoxe et figurent dans les éléments d'Euclide. Et il ne reste plus qu'à faire le calcul. Je vous propose une parenthèse dans la pensée d'Archimède pour interroger notre vieil ami Liu Wei sur le volume de la sphère. Nous sommes environ 5 siècles après Archimède, mais Liu Wei, bien sûr, n'en a pas entendu parler. La tradition empirique en Chine donne 9/16 pour le rapport du volume de la sphère à celui du cube circonscrit. Liu Wei en connaît la justification intuitive, mais il sait que c'est faux. Voici le début de son raisonnement. Il dit en substance: prenons un cube et découpons-le le long d'un cercle de manière à en faire un cylindre. Recommençons encore une fois l'opération transversalement. La forme correspondante présente des ressemblances avec des dés carrés qui s'emboîteraient exactement. Prenez dés DAI au sens de voile. De nos jours, cette forme, intersection de deux cylindres, s'appelle un solide de Steinmetz. Et là, Liu Wei fait une remarque cruciale. Si la figure des dés emboîtés a le lu du carré, la boule inscrite en son centre a par conséquent le lu du cercle. En termes modernes, si vous coupez par un plan horizontal, l'intersection avec le solide de Steinmetz est un carré. L'intersection avec la sphère inscrite est un cercle inscrit dans ce carré. Le rapport des deux surfaces est pi sur 4. Et comme ce rapport est le même, quel que soit le plan d'intersection, c'est aussi le rapport entre les deux volumes. Même sans démonstration, c'est une intuition remarquable pour l'époque. Malheureusement, Liu Wei ne parvient pas à trouver le rapport des volumes entre les dés emboîtés et le cube, et il exprime sa frustration. Je souhaite exposer mes humbles réflexions, mais je crains de manquer le principe correct. J'ose laisser les points douteux en l'état, en attendant qu'un autre les résolve. 2 siècles plus tard, Zhu Gengji réussit à montrer que le rapport du volume des dés emboîtés au volume du cube est 2/3. Je n'ai pas trouvé de portrait de Zhu Gengji, même imaginaire. Mais son père, Zhu Shangzi, est plus célèbre. C'est lui qui a trouvé l'approximation de pi par 355 sur 113. Comment le fils avait-il fait pour ses calculs de volume? Oh, le même type d'intuition que Liu Wei, des découpages et ce que nous appelons le principe de Cavalieri pour comparer des volumes. Il en est très fier. Les proportions sont extrêmement précises et mon cœur brille. Zhang Heng avait copié des anciens, souriant à la prospérité. Liu Wei avait suivi les anciens, mais il n'avait pas eu le temps de les corriger. Mais qu'y a-t-il de difficile à cela? Il suffit de réfléchir. Revenons à Archimède. Voici les inventions d'Archimède sur les hélices ou spirales et sur les espaces que ces lignes contiennent. Ce mémoire présente un résultat magnifique que je voudrais vous faire goûter. Mais avant, regardez la première ligne au-dessus de l'enluminure. Archimède à dosité, salut. Qui est ce dosité auquel Archimède adresse ses mathématiques? Du temps d'Archimède, le roi d'Égypte s'appelle Ptolémée III. Il est le petit-fils du fondateur de la dynastie Lagide, qui était un général d'Alexandre le Grand. Ptolémée III règne à Alexandrie, et il a à son service des astronomes,
dont le plus connu est Ératosthène. Dosithée est probablement l'un d'eux, comme l'était Conon, que Archimède ne manque jamais de citer et dont il regrette la mort. Il eût fallu, dit-il, qu'elles fussent publiées encore du vivant de Conon, car c'est surtout lui, à mon avis, qui eût été en mesure de les comprendre et de porter sur elles un jugement adéquat. Et c'est parti pour la légende. L'épouse du roi Ptolémée s'appelait Bérénice. Oui, bon, elle avait fait assassiner son premier époux. Ben, mettez-vous à sa place. Il l'avait trompée avec sa propre mère à elle. Bref. Toujours est-il que Bérénice est une épouse aimante et inquiète. Un jour où Ptolémée III était parti guerroyer en Syrie, elle avait fait vœu de sacrifier à la déesse Aphrodite sa magnifique chevelure si Ptolémée revenait vivant. Aphrodite fait le nécessaire, Ptolémée est de retour, sain et sauf. Et Bérénice tient parole. Elle dépose sa chevelure coupée au temple d'Aphrodite, d'où elle disparaît dans la nuit. Oh, vous imaginez le scandale? Et là, l'astronome Conon trouve une solution splendide qui montre qu'il est bien digne de l'admiration d'Archimède. Si la chevelure a disparu, dit-il, c'est parce qu'Aphrodite a tellement apprécié le cadeau qu'elle l'a emporté jusqu'aux cieux, où règne désormais une nouvelle constellation d'étoiles. Laquelle constellation s'appelle depuis la chevelure de Bérénice. Un poète, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, se charge d'immortaliser le haut fait. Il s'appelle Callimaque de Cyrène. J'étais fraîchement coupé et regretté de mes sœurs quand soudain, faisant tournoyer ses ailes rapides, le doux zéphyr me dépose sur le sein auguste de la divine Cypris. Et, afin que la couronne d'or de la fille de Minos ne fût pas seule pour les hommes à siéger et à briller dans le ciel entre tant d'astres, et qu'on m'y vît aussi, moi, la belle boucle de Bérénice, Cypris, alors que, tout humide des flots de la mer, je montais vers les immortels, Cypris me mit, astre nouveau parmi les anciens. Voilà, voilà. Vous êtes prêts pour un peu de mathématiques archimédiennes? Archimède définit ces spirales par un double mouvement, une rotation uniforme d'un rayon autour d'un centre et un point en translation uniforme le long de ce rayon. Chaque rotation complète du rayon correspond à ce qu'il appelle une révolution de la spirale. Voici l'énoncé de sa proposition 24. L'aire comprise entre la spirale décrite dans la première révolution et la première droite, origine de la révolution, est équivalente à la troisième partie du premier cercle. En clair, la surface colorée est le tiers de la surface du cercle qui l'englobe. Comment Archimède a-t-il fait? J'ai choisi la figure dessinée par Piero della Francesca lui-même. Elle illustre parfaitement l'idée. Les 360 degrés sont divisés en secteurs égaux. Dans chacun des secteurs passe un arc de la première révolution de la spirale. La surface sous cet arc à l'intérieur du secteur peut être encadrée par deux secteurs de disques, dont on connaît l'aire. Pour être un peu plus précis, je me suis permis de rajouter quelques annotations sur la figure. En langage moderne, disons que grand N est le nombre de petits secteurs, et petit h égale 2π sur n est le pas de discrétisation. Nous regardons le secteur compris entre les angles n-1h et nh. Si v est le rapport de la vitesse le long du rayon vecteur à la vitesse angulaire, la distance OA est nhv.
tandis que la distance OC est n-1 hv. Le secteur circulaire OAB a pour surface nhv au carré, multiplié par h sur 2. Et le secteur circulaire OCD a pour surface n-1 hv au carré, multiplié encore par h sur 2. Voici l'encadrement obtenu avec des notations algébriques totalement anachroniques. Il ne reste plus qu'à calculer la somme des n premiers carrés, ce qu'Archimède a pris soin de faire dans sa proposition 11. Le rayon du grand disque est 2πv. Son aire est 4π au cube v2. Nous prenons la limite de 1 sur n au cube fois la somme des n premiers carrés, et nous trouvons un tiers. Archimède ne prend pas la limite, mais termine par une double démonstration par l'absurde, et cela revient exactement au même. Disposant du calcul intégral, voici ce que nous écririons. Le facteur devant l'intégrale est l'aire du grand disque. La fonction à intégrer est la dérivée de l'aire sous la spirale, vue comme une fonction du temps. Et maintenant, reprenez le raisonnement d'Archimède et posez-vous la question suivante. Pourquoi a-t-il fallu 19 siècles pour passer du transparent précédent à celui-ci? Je n'ai pas la réponse. Qui sait, peut-être Archimède paraissait-il si grand qu'on avait peur de le dépasser? Grand comment? Jusqu'à la chevelure de Bérénice, vous croyez?